On n'a pas vraiment l'habitude d'avoir des fusillades ou des actes de violence. Donc, forcément, tout le monde était très inquiet. La police a quadrillé la zone pour comprendre ce qui se passait. Personne d'autre ne semble avoir été visé dans le quartier. Et la fusillade a eu lieu à peine 1 heure après le cambriolage de la boutique de Christina. Soit ce couple n'avait vraiment pas de chance, soit quelqu'un leur en voulait. Il semblait tout de même fort probable que les deux crimes soient liés. Donc la question était, qui en voulait à Christina et sa famille? Christina Lodrini est une épouse aimante et une mère dévouée. Pour elle, aucun sacrifice n'est trop grand pour faire vivre sa famille. Christina Lodrini est l'aînée de 5 enfants. Et elle a elle-même 5 enfants. Elle est issue d'un milieu où on a toujours travaillé dur. Elle place la famille et la santé au-dessus de tout. L'argent n'est pas sa priorité. Christina est une personne vraiment adorable. Elle est gentille et aimable avec tout le monde. Elle voit toujours le bon côté des gens, y compris chez un certain Vincent Lodrini, dont elle va finir par tomber amoureuse. Vincent était ce qu'on appelle un mauvais garçon. Mais Christina le trouvait beau et drôle. Il lui plaisait. Au bout de quelques années de mariage, Christina n'a pas à regretter son choix. Ils avaient tous les deux du travail et une belle petite maison à Clearwater, l'endroit idéal pour élever leurs enfants. Bref, vu de l'extérieur, ils formaient une belle et grande famille. En plus de son mari et de ses enfants, elle avait aussi sa belle-mère à la maison. Et il me semble qu'il y avait aussi des cousins ou des nièces qui habitaient chez elle. Avoir tant de monde sous le même toit, ça peut être compliqué, mais d'un autre côté, ça voulait dire qu'il y avait toujours quelqu'un à la maison pour garder les enfants. Et justement, Christina travaillait beaucoup. C'est une femme au grand cœur. Elle était aide-soignante. Et elle prenait soin de toute sa famille. Pour eux, elle était prête à tous les sacrifices et à se tuer au travail. Avec le temps, Christina parvient à mettre suffisamment d'argent de côté pour que son mari puisse ouvrir un petit commerce. Le mari de Christina voyait les choses en grand. Il voulait être son propre patron. Et comme il avait des aquariums chez lui, il s'est dit qu'il pourrait ouvrir une boutique. Donc, Christina a fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse monter une affaire. Il était à fond dans le projet, mais quand il a été question de travailler, là, il n'y avait plus personne. Résultat, son commerce n'a pas tenu plus de 6 mois. La famille se retrouve quasiment sans aucune ressource. Christina doit trouver une solution pour subvenir aux besoins de ses 5 enfants. C'est elle qui subvenait entièrement aux besoins de toute sa famille. C'est elle qui payait tout dans la maison. Christina ne voulait pas que ses enfants en pâtissent, mais son salaire d'aide-soignante n'était pas suffisant pour faire vivre tout ce petit monde. Donc, quand on lui a proposé de gagner plus d'argent, elle a sauté sur l'occasion sans réfléchir. On lui a proposé de gérer une boutique où les vendeuses devaient fournir différents types de services. Elle vendait de la lingerie et des produits d'aromathérapie, mais elle faisait aussi office de modèle photo dans l'arrière-boutique. C'était loin d'être le travail dont avait rêvé Christina, mais c'était tout ce qu'il y a de plus légal. Ça payait bien et elle n'avait pas à gérer les clients. Très vite, les difficultés financières de Christina ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Elle gagnait énormément d'argent. Ça peut paraître très bizarre comme travail, mais difficile de dire non à une telle opportunité, si bien qu'en à peine 1 an, elle s'était remise à flot. Elle gagnait largement de quoi faire vivre sa famille, à tel point qu'elle a même pu recommencer à mettre de l'argent de côté. Mais cette fois, elle a décidé d'investir dans son propre projet. Elle a ouvert une boutique de lingerie avec Marcy, une de ses amies. Christina voulait assurer l'avenir de ses 5 enfants. Ce n'est pas avec un salaire d'employé qu'elle allait pouvoir payer leurs études. Elle avait donc toutes les raisons de vouloir monter sa propre affaire. Il y avait déjà d'autres boutiques du même genre dans le quartier, mais Christina était persuadée que la sienne pourrait tout de même marcher. Donc, quand elle a trouvé un local libre, elle a tout de suite signé un bail. Mais ce nouveau projet vient visiblement avec son lot de difficultés. À peine 10 jours après son ouverture, la boutique de Christina se fait cambrioler et quelqu'un tire sur la voiture de son mari. La police veut comprendre pourquoi.
Les deux événements ont eu lieu à 1 heure d'intervalle. Rien n'a été volé, il n'y a eu que des dommages matériels. Visiblement, quelqu'un voulait faire passer un message à Christina. Ce genre de boutique, ça peut attirer des clients pas forcément très recommandables. Christina va recevoir un étrange appel qui va permettre à la police d'identifier 2 suspects potentiels. Ils étaient connus pour avoir de sérieux problèmes de drogue et d'après de nombreux témoins, au moins l'un d'eux possédait une arme. La police de Floride enquête pour tenter de savoir qui en veut à Christina Lodrini et à sa famille. Sa boutique de Largo a été cambriolée et quelqu'un a tiré des coups de feu juste devant sa maison de Clearwater. Les enquêteurs du bureau du shérif se sont rendus au domicile du couple pour en savoir plus. Vincent et ses voisins avaient entendu 4 ou 5 coups de feu. Et heureusement, seul leur monospace était endommagé. Le pare-brise avant avait été touché en 3 endroits. On avait également tiré sur les 2 vitres côté passager et dans celle côté conducteur. Et il y avait un impact de balle au niveau de la porte arrière gauche. Dieu merci, personne n'a été touché. Il n'y avait aucun blessé à déplorer. Des techniciens de scène de crime inspectent les lieux. Mais ils ne trouvent ni douille, ni aucun autre indice. La première chose que la police leur a demandé, c'est s'ils avaient des ennemis, s'ils avaient une idée de qui pouvait leur en vouloir. Vincent ne voyait pas du tout qui pouvait s'en prendre à lui ou à sa famille. Il avait juste aperçu un véhicule en train de s'éloigner. Juste après les coups de feu, il s'était précipité dehors et avait vu un SUV gris ou argent, tout phare éteint devant la maison. Mais il faisait trop sombre pour qu'il voie sa plaque d'immatriculation. À ce stade, les enquêteurs ne pouvaient pas faire grand-chose de plus. Ils ont pris la déposition de Vincent et lui ont dit de les appeler s'il se passait quoi que ce soit. Pendant que Christina attend l'arrivée de son employé, les enquêteurs inspectent l'intérieur de la boutique. Il y avait une fenêtre de cassée, mais aucun impact de balle. Personne n'avait entendu de coup de feu dans le quartier, donc on pouvait envisager qu'il s'agisse de 2 affaires différentes. Ils pensaient que c'était un cambriolage, mais quand ils ont fait le tour du magasin avec Christina, il ne manquait rien. Du coup, ça ressemblait davantage à un acte de vandalisme. Les enquêteurs remarquent que la boutique est équipée d'une vidéosurveillance. Mais malheureusement, rien n'a été filmé. Toute la scène aurait pu être enregistrée, mais manque de chance, les caméras n'étaient pas allumées. Christina venait juste d'ouvrir sa boutique, tout n'était pas encore très au point. Elle a dû terriblement s'en vouloir, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il lui arriverait une chose pareille au bout de seulement 2 semaines. Elle ne voyait pas qui avait pu agir de la sorte. Elle n'avait aucun problème avec ses employés ou ses clients. C'était peut-être des jeunes ou quelqu'un qui voulait faire du grabuge. Malheureusement pour elle, il n'y a aucune empreinte sur les bris de verre ou la porte d'entrée. Pendant que les enquêteurs finissent d'interroger Christina, d'autres agents prennent la déposition du témoin qui a prévenu la police. Il était au Lavomatic, contigu à la boutique de Christina. Il était dans sa voiture en train d'attendre que le sèche-linge finisse de tourner. Il a entendu un bruit de bris de verre et il a appelé la police. Malheureusement, il ne savait rien de plus. Il n'avait vu personne quitter les lieux. Que ce soit à la boutique ou chez Christina, aucun indice n'avait été relevé. À ce stade, la police n'était pas encore sûre qu'il y avait un lien entre les 2 affaires. Mais Christina, elle, ne devait pas être rassurée. Dès l'arrivée de son associé, Christina se précipite chez elle pour s'occuper de sa famille. Mais tandis qu'elle tente de se remettre de ses émotions, elle reçoit un étrange coup de fil. Il était près de 6 heures du matin. Elle venait de quitter les policiers, donc elle n'a pas répondu. Elle ne connaissait pas du tout cette voix. Elle n'aurait même pas pu dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Mais le message était plutôt inquiétant. Ceux qui faisaient ça agissaient soi-disant pour des clients et d'après eux, la prochaine fois, il n'y aurait pas d'avertissement. Christina appelle immédiatement la police et une voiture est envoyée chez elle. Elle était terrifiée. Pourquoi lui parlait-on de client sur ce message? Cette personne parlait comme un avocat, sauf que de toute évidence, ce n'était pas le cas. Il était maintenant évident que c'était Christina qui était visée.
On avait tiré sur le monospace familial, donc ils pouvaient très bien s'en prendre aussi aux enfants. Le problème, c'est qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'ils voulaient, donc elle ne pouvait rien faire de plus. C'était la panique totale. Elle était apeurée. Bref, c'était un vrai cauchemar. Les enquêteurs interrogent les employés de Christina et ses associés pour tenter d'en savoir plus. Ils identifient 2 suspects potentiels. L'une des employées avait travaillé avec Christina dans une boutique juste à côté, tenue par une certaine Kristen. Cette dernière et son petit ami, Donald, prenaient des drogues dures et il avait souvent une arme sur lui. Kristen s'était déjà montrée menaçante avec des employés qui avaient trouvé du travail ailleurs. Donc elle pouvait très bien en vouloir à Christina d'avoir ouvert sa propre boutique. Marcy, l'associée de Christina, pensait même avoir reconnu la voix de Donald sur le message. Les enquêteurs tentent d'identifier l'appelant, mais le numéro de portable n'est ni celui de Kristen, ni celui de Donald. L'appel avait été passé avec un téléphone jetable équipé d'une carte prépayée. On peut en acheter en donnant n'importe quel nom, donc impossible de savoir qui avait appelé. La police avait tout de même une piste. Un témoin avait vu Kristen et Donald dans le quartier, non loin de la maison au moment des coups de feu. Un vendeur avait aperçu un couple ressemblant à leur description dans le supermarché où ils travaillaient. Ils étaient dans un véhicule 4 portes, avec le pare-brise arrière cassé. S'agit-il de la voiture que le mari de Christina a vu s'éloigner de leur maison après les coups de feu? D'après Christina, Kristen et Donald n'habitaient plus à proximité de chez elle. Donc, a priori, ils n'avaient rien à faire dans le quartier à ce moment-là. La police lui a conseillé d'allumer les caméras de vidéosurveillance dans son magasin et d'en installer devant chez elle. Ça pourrait ensuite leur être utile pour établir et prouver qu'elle se faisait harceler. Christina suit les conseils des enquêteurs et installe des caméras. Ils lui ont conseillé d'investir dans une caméra de vidéosurveillance. Elle s'est exécutée et s'en est acheté une à 25 $ au supermarché du coin. Mais il en faudrait plus pour rassurer sa famille. La caméra, c'était très bien pour constituer un dossier à charge si le ou les tireurs revenaient. Mais Christina n'avait pas vraiment envie d'attendre que ça se reproduise. Les enquêteurs ont donc décidé de la mettre, elle et sa famille, à l'abri à l'hôtel. Mais au bout de 1 ou 2 jours, il ne s'est rien passé de plus. Et les enfants ont commencé à s'ennuyer et à s'impatienter. Donc Christina et Vincent ont décidé de rentrer chez eux. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent de traquer les suspects. Mais le couple recherché est introuvable. Ils se sont adressés à toutes leurs connaissances, leurs familles, leurs amis, leurs voisins, leurs anciens employés. Donc ils savaient forcément que la police voulait leur parler, mais ils ont continué à se cacher. S'ils n'avaient vraiment rien à se reprocher, ils se seraient manifestés pour s'expliquer. Les semaines passent sans que Christina et sa famille n'aient à subir d'autres agressions. La vie a repris son cours en quelque sorte. L'été est tiré à sa fin, la rentrée approchait pour les enfants, et malgré des débuts mouvementés, la boutique de Christina marchait plutôt bien. Ceux qui lui en voulaient ne donnaient plus signe de vie ou s'étaient fait une raison. Mais la police poursuivait son enquête. 1 mois et demi plus tard, le 24 août, Kristen et Donald finissent par refaire surface au tribunal du comté de Pinellas. Ils comparaissaient ce jour-là pour toute autre chose. Mais les enquêteurs ont tout de suite fait le rapprochement et ils les ont emmenés au commissariat pour les interroger. Ils ont tous les deux demandé à avoir un avocat et ont gardé le silence, ce qui pouvait laisser penser qu'ils avaient quelque chose à cacher. Mais la vérité, c'est que la police n'avait aucune preuve contre eux. Concrètement, l'enquête était dans l'impasse. Mais le principal, c'était que Christina et sa famille semblaient désormais hors de danger. Mais le 4 septembre à l'aube, la police reçoit un nouvel appel au secours de Christina. 911, what is your emergency? I just had shots fired into my house. At what address, ma'am? Does anybody need a paramedic? No, we don't, but I do need... Let me put you right on the phone with the sheriff's office.
Ce qui arrive à Christina est effrayant. La première fois, on avait tiré sur sa voiture, mais cette fois, le mystérieux tireur avait carrément ouvert le feu sur la maison, alors qu'il y avait 8 personnes à l'intérieur. La maison était criblée de balles. Certaines étaient allées se loger dans les murs. Une autre avait touché la télé. D'autres avaient brisé les vitres. Et leur bébé de 11 mois avait même été éraflé par des bris de verre. Une balle a fini dans un miroir au-dessus du lit du bébé et les morceaux de verre sont tombés dedans. Une des balles a également manqué de peu une bouteille d'oxygène qui était dans la pièce. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés. Entendre des coups de feu et le bruit des vitres qui se brisent comme ça au petit matin, il y a de quoi avoir une sacrée frayeur. Si le tireur avait tiré, ne serait-ce qu'un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, ça aurait pu finir en drame. Ceux ou celles qui en veulent à Christina et sa famille n'ont visiblement pas dit leur dernier mot. Mais cette fois, ils ont peut-être été filmés par les caméras de vidéosurveillance. Christina a vérifié que les caméras installées devant chez elle fonctionnaient bien. Ils ont visionné la vidéo à l'heure de l'agression. Heureusement, on distinguait le tireur sur les images de vidéosurveillance. On voyait que c'était une femme qui avait dans la trentaine. Mais c'est surtout sa façon d'agir qui a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. C'était inquiétant. On voyait un véhicule se garer devant la maison. Une personne en descendre, avec une démarche, une façon de bouger très particulière. On voyait ensuite cette personne sortir une arme et ouvrir le feu sur la maison. C'était assez troublant. Dieu merci, on ne voit pas ça tous les jours. Elle avait une façon de viser et de tirer bien particulière. Les policiers ont tout de suite compris. Dans leur tête, ça a fait tilt. Cette personne appartenait aux forces de l'ordre. Mais ce n'est pas tout. L'image était granuleuse. On ne voyait pas distinctement son visage. Mais sa démarche était très caractéristique. Et Christina l'a immédiatement reconnue. C'était celle de l'une de ses plus proches amies. Christina peut désormais identifier la tireuse. Il s'agit de Courtney Savage, 30 ans. C'est aussi sa meilleure amie et son ancienne associée. Elle était sous le choc. Elle n'en revenait pas. Pourquoi Courtney lui en voulait-elle à ce point? Elle s'appelait quasiment tous les jours. Si elle lui en voulait pour quelque chose, pourquoi elle ne lui en avait pas parlé tout simplement? Les enquêteurs vont bientôt découvrir pourquoi cette femme ayant appartenu aux forces de l'ordre en veut tellement à son ancienne amie. Elle lui en voulait, et elle n'a pas su gérer sa colère. Christina Lodrini et sa famille viennent d'être la cible d'une nouvelle attaque. L'identité du tireur rend cet acte encore plus effrayant. Celle qui lui en voulait n'était pas n'importe qui. Non seulement Courtney Savage était l'une de ses amies les plus proches, mais c'était aussi un ancien agent de police. D'après ses antécédents et les déclarations de Christina, a priori, Courtney n'était pas du tout du genre à aller chez quelqu'un pour tirer 6 coups de feu dans sa maison. La jeune femme rêvait d'entrer dans la police depuis l'adolescence. Elle s'était entraînée pour ça et c'est à l'école de police qu'elle a rencontré celui qui allait devenir son futur mari. Mon mari et moi, on a commencé à sortir ensemble à l'école de police. Et on s'est finalement mariés en mars 1999. Il avait l'air fiable et sérieux. J'étais très heureuse qu'elle soit avec lui. Ils allaient très bien ensemble. À leur sortie de l'école de police, ils ont tous les deux trouvé un poste dans des prisons de Floride. J'ai été embauchée comme gardienne de prison au bureau du shérif du comté de Hillsborough. J'y ai travaillé quelque temps, mais je voulais être dans les forces de l'ordre. Donc j'ai intégré la police de Tampa en tant que réserviste. Mais Courtney va vite découvrir que la réalité de ce travail est bien loin de ce qu'elle avait imaginé. Elle ne gagnait pas beaucoup. Elle ne touchait que 8 $ de l'heure et le travail était très dur. On était en uniforme et on patrouillait dans la rue avec les titulaires. On faisait exactement la même chose qu'eux. La seule différence, c'est que nous, on travaillait à mi-temps. C'était stressant. Elle a vu une annonce pour faire des photos de lingerie.
Elle a décidé de le faire et je n'ai pas vraiment eu mon mot à dire. Très vite, Courtney se met à gagner de l'argent bien au-delà de ses espérances. Si on avait envie de partir en vacances ou de faire n'importe quoi d'autre, on avait les moyens de le faire. Et c'était super. On en a bien profité. Courtney a finalement décidé de s'installer à son compte. Quel intérêt de continuer à travailler pour les autres alors qu'elle pouvait avoir sa propre boutique? Donc, elle a décidé de se lancer. Elle s'est trouvée un local, elle s'est procuré de la marchandise et elle a embauché des gens pour l'aider. L'une de ses employées n'est autre que Christina Lodrini. Elle était fiable et sérieuse. Je pouvais compter sur elle et l'appeler n'importe quand en cas de besoin. On ne pouvait pas rêver mieux comme employée. Elles travaillaient ensemble et ça se passait bien. Avec le temps, elles sont devenues des amies. Christina avait une vie de famille très prenante. Donc, en dehors de son travail, elle ne faisait pas grand-chose d'autre. Mais on passait beaucoup de temps ensemble à la boutique et on se téléphonait beaucoup. Si bien qu'en 2005, lorsque Courtney se retrouve clouée au lit par de graves problèmes de santé, elle compte sur son amie Christina. Courtney est tombée malade. Elle a eu une intoxication aux métaux lourds après des soins dentaires très importants. Elle est partie se refaire les dents au Mexique. Malheureusement, les implants qu'ils lui ont mis étaient pleins de mercure et d'autres substances chimiques. On ne se doutait pas que ça déclencherait autant de problèmes de santé. Peu de temps après son retour aux États-Unis, elle est tombée très malade. Elle souffrait de différents types de symptômes. Je me suis mise à faire des crises d'épilepsie. J'avais mal partout, j'étais très mal. J'avais beaucoup de fièvre. C'était l'horreur. Je prenais un traitement contre l'épilepsie, des antidépresseurs, des somnifères, et j'en passe. Je devais m'avaler un nombre incroyable de médicaments par jour. Que ce soit émotionnellement, physiquement et mentalement, elle n'était pas en état de travailler, et encore moins de tenir sa boutique. Donc elle s'est arrêtée pendant 2 mois, et elle a confié son commerce à celle qu'elle considérait comme son amie. Je connaissais Christina depuis 9 ans. C'était ma meilleure amie. Je pensais pouvoir lui faire confiance. Christina prétend avoir continué de faire tourner la boutique tant qu'elle a pu, mais qu'elle a dû faire face à un imprévu de taille. Elle a contacté le propriétaire pour qu'il renouvelle le bail. Mais là, il lui a dit qu'il allait louer son local au propriétaire du bar d'à côté, qui voulait agrandir son affaire. Elle ne s'attendait pas du tout à se retrouver confrontée à ce genre de difficultés. Mais Courtney étant totalement incapable de gérer la situation, il fallait bien qu'elle réagisse. Christina avait promis à son amie qu'elle s'occuperait de ses affaires. Donc, elle a supplié le propriétaire de ne pas faire ça. Elle lui a même proposé de doubler le loyer. Mais il n'a rien voulu savoir. Christina est donc obligée de vider et de rendre le local, mais aussi de retourner la marchandise invendue. Ce n'était pas de sa faute, mais elle a dû se sentir terriblement coupable. Pour Christina, elle s'était quittée en bons termes. Elle pensait que son amie savait qu'elle avait fait tout son possible pour tenter de sauver sa boutique, mais que ça ne dépendait pas d'elle. Ce genre de situation peut effectivement amener 2 amis à se brouiller. Mais tout ça s'était passé 1 an plus tôt. Donc si Courtney lui en voulait, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Christina a formellement identifié Courtney comme étant la tireuse, mais les images de vidéosurveillance sont trop floues pour l'inculper. Les enquêteurs requièrent donc l'aide de la victime pour obtenir des preuves plus solides. Christina a appelé Courtney en la présence de l'inspecteur Lewis et l'a mise sur haut-parleur. Elle lui a volontairement posé certaines questions au sujet de ce qui s'était passé, pour essayer de savoir à quel point elle était impliquée. Elle m'a appelé pour me reprocher d'avoir tiré sur sa maison. Je lui ai répondu un truc du genre « ça va pas ou quoi ?» Il devient très vite évident que Courtney juge Christina responsable de la perte de son commerce et qu'elle lui en veut. Courtney a d'abord nié être l'auteur des coups de feu.
Mais Christina a insisté et elle a fini par reconnaître qu'elle lui en voulait beaucoup. Elle estimait que c'était elle qui avait coulé son affaire. Quand j'appelais la boutique, personne ne répondait. Je me suis demandé ce qui se passait. Ensuite, mon propriétaire m'a dit qu'elle ne payait plus le loyer et qu'il lui avait placardé un avis d'expulsion sur la porte. Christina dément les allégations du propriétaire, mais le ton monte et Courtney se montre de plus en plus agressive. Elle voulait se venger. Elle avait l'impression d'avoir été manipulée et qu'on avait profité d'elle. Christina l'avait trahi et avait fait couler son affaire. Lorsque Christina demande à Courtney ce qu'elle peut faire pour qu'elle cesse de s'en prendre à elle, cette dernière avoue à demi-mot sa culpabilité. Elle m'a proposé de me verser $2000 pour que j'arrête. Je lui ai répondu que c'était déjà un bon début. Elles se sont donné rendez-vous dans un restaurant de Clearwater à 22h. Christina était censée apporter l'argent en liquide, mais c'est la police qui attendait Courtney. Alors que le piège s'apprête à se refermer sur Courtney, les événements prennent une tournure totalement inattendue. Elle a pris une arme dans sa boîte à gants. Les enquêteurs ont pu déterminer que c'était Courtney Savage qui avait tiré sur la maison de Christina Lodrini grâce aux images de vidéosurveillance. Ils s'apprêtent maintenant à l'interpeller. Ils lui ont tendu un piège. Christina a réussi à convaincre Courtney de la retrouver pour qu'elle lui donne l'argent que, selon elle, elle lui devait, à savoir $2000. Ils sont allés chez la suspecte pour surveiller son domicile. Et devant, il y avait un SUV de couleur claire qui ressemblait étrangement à celui que le mari de Christina avait vu le soir de la première attaque. Mais il n'était ni au nom de Courtney, ni à celui de son mari. Vers 22h, Courtney a quitté la maison, mais elle est montée à bord d'un autre véhicule. Un 4x4 rouge, immatriculé au nom de son mari. Mais à ce stade, impossible de savoir si elle avait un complice ou si son mari savait ce qu'elle faisait. Les policiers suivent Courtney jusqu'au restaurant et se préparent à l'interpeller. Mais l'arrestation ne se passe pas comme prévu. Ils savaient que Courtney avait été formée à l'école de police. Ils devaient agir vite et ne pas lui laisser le temps de réagir. Les portières se débloquent automatiquement sur ma voiture. Et là, j'ai vu quelqu'un arriver doucement par derrière, en se glissant sur le côté. Il a ouvert ma portière d'un coup et m'a sorti du véhicule avant de m'immobiliser au sol et de me mettre un coup de taser. Et je l'ai vu prendre une arme dans sa boîte à gants. Donc bien sûr, j'ai dû faire usage de mon taser. À aucun moment, il ne m'a dit qu'il était de la police. Il a simplement ouvert ma portière et m'a jeté par terre. Donc forcément, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Et encore moins de résister. Après avoir interpellé Courtney, les policiers fouillent son véhicule. Ils voulaient savoir si l'arme qu'elle s'apprêtait à prendre était celle qui avait été utilisée lors de la fusillade. Il s'agissait d'un Glock 26. C'est une arme très compacte. En général, elle est utilisée comme arme de secours par le personnel de sécurité. Ils ont également trouvé 4 couteaux sous le siège conducteur et un manuel pour se fabriquer un silencieux. On pouvait donc se poser des questions sur ses intentions ce soir-là. Elle lui en voulait, et donc elle était capable de tout. Dieu sait ce qui serait arrivé si on n'était pas intervenu. Une fois au poste de police, les enquêteurs laissent une chance à Courtney de s'expliquer. Très souvent, les suspects qui arrivent en garde à vue se murent dans le silence. Ils ne disent pas un mot, mais à la surprise générale, Courtney, elle, était tout à fait disposée à parler. Je suis quelqu'un d'honnête. Et je me suis dit que ça faciliterait les choses si je disais la vérité. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai dit que oui, j'avais tiré sur la maison. Moi, à l'époque, quand j'étais en service, celui qui jouait franc jeu avec moi, tout de suite, j'étais plus compréhensive avec lui. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et je me suis dit que c'était le mieux à faire.
Courtney a raconté en détail les raisons de son geste. Elle leur a dit que Christina avait gardé pour elle 2500 $ de marchandises et que plus de 15 000 $ de matériel avaient disparu lorsqu'elle s'occupait de sa boutique. L'accusé s'était donc senti complètement trahi. Mais au lieu d'en parler avec Christina, Courtney a ruminé sa colère pendant plus d'1 an. Courtney s'est remise de ses problèmes de santé et quelques mois plus tard, elle a appris que Christina s'apprêtait à ouvrir sa boutique, mais avec une autre amie. Ça l'a rendue furieuse. Elle était très en colère contre Christina. Elle voulait se venger et lui faire payer ce qu'elle lui avait fait. C'est une affaire très bizarre. En général, quand les gens veulent se venger, ils le font tout de suite. Courtney Savage, elle, a étalé sa vengeance sur plus de 90 jours. Selon Courtney, le seul but de sa première attaque était que Christina perde sa boutique. Elle espérait que suite à ça, le propriétaire de Christina prendrait peur et préférerait résilier son bail pour s'éviter des problèmes. Elle a ensuite transformé sa voix pour lui laisser des messages de menaces. Mais elle a vu que ça ne suffisait pas, et là, ça a été l'escalade. Christina n'a pas répondu à ses messages, donc elle a décidé d'aller devant chez elle en pleine nuit pour exprimer toute sa frustration. J'ai vu rouge, j'ai craqué, et je suis allée chez eux, mais je voulais juste lui faire peur. Courtney aurait pu blesser ou tuer quelqu'un, mais elle affirme que ce n'était pas son but. Je suis tireuse d'élite. Si je suis sortie de mon véhicule pour tirer, c'était justement pour être sûre que mes balles n'iraient pas n'importe où. Je voulais m'assurer que je pourrais viser de façon à voir où mes balles allaient finir. Elle a confirmé qu'elle était bien au volant du SUV que le mari de Christina avait vu partir. Elle avait agi seule et son véhicule était une location. Je ne voulais pas utiliser ma voiture personnelle. D'autant plus qu'elle était au nom de mon mari. Je ne voulais pas lui causer d'ennui. Elle révèle même aux enquêteurs où se trouve son arme. Elle n'avait pas utilisé le Glock, mais un 357, dont elle s'était débarrassée. Elle avait caché le revolver dans le mobil-home de ma mère, à Clearwater. Elle a tout avoué et signé des aveux complets. À partir de là, elle pensait que c'était réglé et qu'elle s'en tirerait avec du sursis. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai coopéré. À la base, j'étais seulement inculpée pour avoir tiré sur une habitation. Et je n'avais pas de casier. Donc pour moi, cette histoire était réglée. Ça n'irait pas plus loin. C'est là que les enquêteurs ont compris que l'accusé pensait ne rien avoir fait de mal. L'intoxication au mercure dont souffrait Courtney a-t-elle affecté son discernement? C'est clair que je n'étais pas dans mon état normal. Quand on mâche des aliments ou qu'on boit quelque chose de chaud, les métaux lourds dégagent de la vapeur. Elle va directement au cerveau et provoque ce qu'on appelle un éréthisme mercuriel. Mais contrairement à ce qu'elle croit, Courtney ne va pas s'en tirer à si bon compte. Ils m'ont envoyé en détention. J'ai tout de suite proposé de payer une caution. Mais c'était impossible, vu qu'ils n'ont pas voulu rester sur le seul chef d'inculpation de coup de feu sur une habitation. Ils ont revu les charges contre moi. Il s'agissait de très graves allégations. Et en plus, c'était arrivé plus d'une fois. Donc le procureur était décidé à mettre le paquet. Cette histoire n'avait aucun sens. Quand quelqu'un veut se venger de vous, il va chercher à vous faire du mal. Il ne va pas tirer sur votre maison en espérant qu'il y aura peut-être des blessés. Je savais que je ne récupérerais ni mon argent, ni ma boutique. Mais je voulais au moins qu'elle reconnaisse qu'elle m'avait trahi. Il n'y avait certes aucun blessé à déplorer, mais les chefs d'inculpation contre elle restaient graves. Sans compter qu'elle avait l'air de croire que ce qu'elle avait fait n'était pas si grave, ce qui forcément n'a pas aidé. Les charges contre Courtney sont ajustées à la lumière des preuves. Elle est poursuivie pour tentative de meurtre sur 8 personnes. À l'époque, le procureur comptait demander 7 condamnations à vie dans son réquisitoire. On était catastrophés.
L'accusée et son mari se sont séparés. Suite à son divorce, elle a touché de l'argent, ce qui lui a permis de déposer une caution. L'argent du divorce associé à celui de la vente de sa maison devait servir de garantie pour s'assurer qu'elle se représenterait au tribunal. Courtney a déposé 100 000 $ de caution en liquide, ce qui veut dire que si elle voulait récupérer cet argent, elle devait se présenter à l'audience. L'audience préliminaire de Courtney est fixée au 20 juillet 2007. Mais elle ne s'y présente pas. Quand elle a vu que la liste des charges contre elle s'allongeait, elle a décidé de s'enfuir. Elle est partie en cavale au Mexique pour faire des opérations de chirurgie esthétique et changer d'apparence. J'ai préparé quelques affaires et je suis partie en laissant tout derrière moi. J'ai fait un lifting du front et des paupières. Je me suis fait refaire le nez et le menton. Bref, je me suis payé une nouvelle tête. Le juge lance immédiatement un mandat d'arrêt contre Courtney Savage et la police se met à sa recherche. À ce moment, elle était considérée comme récidiviste. L'inspecteur Lewis a très bien mené son enquête. Il a procédé méthodiquement. Il a contacté tous ses amis, il a interrogé sa mère. Il s'est même rendu dans le New Jersey, d'où elle était originaire, pour retrouver ses anciennes connaissances. Malgré tous les efforts des enquêteurs, Courtney parvient à échapper à la justice pendant plus d'1 an. Sa nouvelle apparence lui permet de rentrer aux États-Unis. Je suis restée en Oklahoma pendant quelque temps. C'est l'endroit idéal pour se faire oublier. Je n'utilisais pas de carte bancaire. Je travaillais comme serveuse dans 2 bars, mais c'était au noir. J'y suis restée pendant environ 5 mois et demi. Elle a contacté Russ, son ancien petit ami du lycée. Il a été la retrouver là-bas. Mais les gens ont commencé à devenir un peu trop familiers. Et ils se sont mis à poser des questions. Qu'est-ce qu'une fille comme toi fait ici, dans un bar perdu de l'Oklahoma? Donc ils sont partis au Texas. L'enquête était dans l'impasse, donc la police de Floride a décidé de faire appel aux médias. Ils ont annoncé dans le journal de Tampa que j'allais passer dans l'émission America's Most Wanted. L'épisode sur Courtney passe à la télévision le 27 septembre 2008, 2 ans après les faits. J'étais catastrophée. Je ne voulais pas regarder, mais je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je n'avais pas vu les images où on la voyait tirer sur la maison de Christina. J'étais à la fois en colère, triste et totalement désespérée. Désespérée parce que je ne savais pas du tout quoi faire pour sortir ma fille de ce cauchemar. 2 jours plus tard, un téléspectateur appelle la police. Ce jour-là, j'avais un mauvais pressentiment. Vraiment mauvais. J'ai remarqué un homme en train de me regarder. Donc j'ai appelé mon petit ami à son travail. Et puis, arrivé à l'angle d'une rue, je suis tombée sur 2 voitures de patrouille. J'ai compris qu'ils étaient là pour moi. Des agents l'ont identifié. Le chef d'équipe a décidé de s'approcher d'elle et de procéder à son arrestation. Courtney n'oppose aucune résistance et elle est rapidement extradée vers la Floride. Elle devait répondre des charges retenues contre elle avant son départ. Mais le procureur la poursuivait aussi pour ne pas s'être présentée à son procès. Résultat, elle encourait plus de 100 ans de prison. Elle aurait éventuellement pu aller jusqu'au procès, mais vu les preuves qu'ils avaient contre elle, elle avait très peu de chances de gagner. J'ai déposé plusieurs demandes d'appel. Elles ont toutes été rejetées. Et puis finalement, ils m'ont proposé une peine de 10 à 20 ans de prison. Ou le procès. Étant donné les charges retenues contre elle, elle ne pouvait pas espérer mieux. Le 15 avril 2009, Courtney plaide coupable pour tous les chefs d'inculpation. Elle écope de 20 ans de prison. Justice avait été rendue pour Christina. Sa famille pouvait passer à autre chose. Et la police pouvait quant à elle enfin clore ce dossier. Ce qu'elle avait fait était certes très grave, mais la peine était quand même un peu excessive. À quoi bon jeter les gens en prison comme ça, sans aucune aide psychologique? Personnellement, je pense que si elle était restée et s'était présentée au tribunal, sa peine aurait été beaucoup moins lourde. Christina et Courtney étaient les meilleures amies du monde, mais elles ont fini par se détester et l'amitié
a laissé place à la vengeance. C'est terrible d'en être arrivé là, et quel dommage que leur histoire d'amitié se soit terminée de cette façon. C'est très triste. Je voudrais dire à Christina que je suis désolée de ce qui s'est passé. Mais certaines choses m'ont vraiment poussée à bout. J'allais très mal et j'avais des problèmes de santé. Du coup, je n'étais pas dans mon état normal. Sinon, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Je n'arrive toujours pas à croire que ma fille ait fait ça. J'ai 74 ans. Je ne sais même pas si je serai encore vivante quand elle sortira de prison. Certaines professions obligent à être irréprochables. Un agent de police qui tire sur une maison dans laquelle il y a des enfants et qui ensuite vient vous dire qu'elle devrait n'avoir que du sursis sous prétexte qu'il n'y a pas eu de blessés. Mais comment accepter ça?